Un soir d'automne à Paris, dans une atmosphère saturée de fumée de cigarettes et de notes lentes de jazz, une silhouette élancée franchit la porte d'un bar fréquenté par des artistes. Cheveux platine tombant droit, regard à la fois glacial et lointain, elle se déplace comme si rien autour d'elle n'existait vraiment. Au milieu de la foule bruyante, son silence résonne plus fort que n'importe quelle conversation. On n'a pas besoin de connaître son nom pour être captivé. Cette allure fine, ce pantalon tailleur impeccable et ce manteau parfaitement coupé dégagent une aura singulière, mélange d'indifférence et d'attraction magnétique. Yves Saint-Laurent, habitué à croiser les plus beaux visages de Paris, suspend pourtant son regard dès qu'il la voit. Ce n'est pas parce qu'elle cherche à se faire remarquer. Au contraire, elle n'a pas besoin du moindre effort pour attirer la lumière. À une époque où les standards féminins dominent l'univers du mannequinat, elle surgit comme un défi, très androgyne, style minimaliste, attitude détachée de toute règle. Elle ne sourit pas, ne charme pas l'objectif, ne joue pas le rôle de muse docile. Et c'est précisément ce qui la rend inoubliable dans la mémoire de la mode. Son nom, Betty Catroux. À partir du moment où elle pénètre dans un monde qu'elle ne cherchait pas à conquérir, cette femme allait changer pour toujours la perception de la beauté, marquant à la fois l'histoire du mannequin et celle du top modèle. Betty Catroux est née en 1945 à Rio de Janeiro, au Brésil, dans une famille où le prestige se mêlait en permanence à la pression. Son père, un homme d'affaires français, et sa mère, une ancienne mannequin brésilienne réputée, semblaient offrir à leur fille une enfance dorée. Pourtant, la réalité fut bien différente. Le divorce de ses parents, alors qu'elle était encore enfant, marqua le début d'une vie faite d'allers-retours incessants entre le Brésil et la France, avec des écoles, des amis et des habitudes qui changeaient sans cesse. Dès ses premières années, Betty se distingua des autres filles de son âge. Les jeux enfantins l'intéressaient peu. Elle préférait observer les adultes, écouter leurs histoires et se plonger dans ses propres réflexions. Ses yeux, profonds, parfois glacials, semblaient en dire plus long que ses mots. À 10 ans, elle avait déjà cette intensité qui déstabilisait les adultes. Sa mère, ancienne mannequin, espérait que sa fille suivrait la voie idéale pour une femme de l'époque. Mariage, famille ou à la rigueur, une carrière modeste dans la mode. Mais Betty refusait les carcans. À l'adolescence, elle dépassait déjà en taille toutes ses camarades, silhouette longiligne, très anguleux, ce qui lui valait parfois des moqueries du type trop masculine ou bizarre. Loin de la blesser, ses remarques renforçaient sa conviction que sa différence était une arme. Son arrivée à Paris façonna encore davantage son style et sa personnalité. La ville, à la fois romantique et impitoyable, lui offrit un terrain d'observation infini. Alors que ses amis se préoccupaient de soirées et de romances, Betty préférait flâner dans les ateliers de tailleurs, suivre du regard les passants depuis une terrasse de café ou analyser la manière dont les gens utilisaient leurs vêtements pour s'exprimer. Les tensions familiales ne manquaient pas. Son père jugeait le monde de la mode indigne d'un véritable métier. Il espérait qu'elle étudie une discipline sérieuse. Betty, fidèle à son tempérament, répondait par un long silence, avant de disparaître pendant des heures sans explication. Ce silence, devenu une arme avec le temps, était aussi un message clair. Elle vivrait à sa manière. À 17 ans, Betty avait déjà un style inimitable. Chemise blanche, pantalon noir, cheveux platine coupés droit, pas de maquillage élaboré, pas de bijoux ostentatoires. Même lors de petites soirées, elle attirait les regards. On disait que c'était à cause de sa beauté atypique, mais en vérité, c'était sa confiance détachée qui fascinait. Contrairement à de nombreuses jeunes filles rêvant de devenir top modèle ou mannequin célèbre, Betty n'avait aucun plan de carrière. Mais son enfance mouvementée, ses voyages entre 2 continents et son sens aigu de l'observation avaient déjà façonné un être prêt.
sans le savoir, a bousculé toutes les règles de l'univers de la mode. L'entrée de Betty Catrou dans le monde de la mode ne ressemble en rien aux récits romantiques habituels où une future star est découverte par hasard. Il n'y eut ni photographe célèbre croisé dans la rue, ni recruteur repérant une silhouette au détour d'un centre commercial. Son chemin commença par une série d'événements imprévus, mêlant coïncidence et choix assumés. En 1967, à 22 ans, Betty vivait seule dans un petit appartement de Saint-Germain-des-Prés. Paris vibrait alors au rythme des mouvements artistiques, du rock et d'un souffle de rébellion qui touchait aussi le mannequinat. Un soir, une amie l'invita à une soirée mondaine liée à la mode. Peu attirée par ce genre d'événement, Betty hésita, mais finit par accepter, plus par curiosité que par enthousiasme. La soirée battait son plein quand un homme mince, vêtu d'un smoking noir impeccable, s'approcha d'elle. C'était Yves Saint-Laurent, au sommet de sa carrière. Il la remarqua immédiatement, non pas parce qu'elle riait ou cherchait à plaire, mais justement parce qu'elle restait assise dans un coin, un verre à la main, le regard détaché. « Vous ne ressemblez à personne ici », lui dit-il. Cette phrase, simple en apparence, fut en réalité une invitation. Après quelques échanges, il lui proposa de passer à son atelier la semaine suivante. Betty répondit par un sourire discret et un hochement de tête, sans montrer la moindre excitation. De retour chez elle, elle évoqua la rencontre avec sa mère, qui resta sceptique. « Yves Saint-Laurent, ne te fais pas d'illusions. » Son père, plus tranchant encore, déclara « La mode n'est pas un métier sérieux. » Betty ne discuta pas, mais prépara sa tenue, chemise blanche, pantalon noir, son uniforme et aucune pose apprise à l'avance. À l'atelier, l'accueil fut sobre, pas de compliments exagérés, pas d'appareil photo crépitant. Saint-Laurent l'observa longuement devant un grand miroir, puis déclara simplement « Nous allons travailler ensemble ». Cette phrase scella un partenariat qui allait marquer l'histoire du mannequinat. Étonnamment, Betty ne ressentit ni euphorie ni nervosité. Pour elle, cette rencontre semblait presque inévitable, comme si deux univers parallèles venaient de se rejoindre. Elle ne rêvait pas de devenir top modèle, mais si ce monde acceptait sa différence, elle était prête à tenter l'expérience. Ses débuts furent scrutés avec scepticisme. Trop mince pour les standards de l'époque, très jugé masculin, démarche ferme et directe. Mais Saint-Laurent prit sa défense. Elle n'est pas une mannequin comme les autres, elle est l'image que je veux offrir au monde. Ainsi, sans passer par des castings interminables ni portfolio, Betty Catrou entra dans la mode par la grande porte, et surtout par la sienne. Ce soir-là, dans un coin de soirée parisienne, venait de naître l'une des collaborations les plus iconiques de l'histoire du top modèle et du mannequinat. Lorsque Betty Catrou entra réellement dans l'univers d'Yves Saint-Laurent, elle ne devint pas simplement un mannequin de plus dans son équipe. Elle devint une extension de son univers créatif, un élément essentiel de son langage esthétique. Saint-Laurent la décrivait comme « mon image réfléchie, la version féminine, ou plutôt androgyne de son propre style, minimaliste, incisif et affranchi des codes ». À la fin des années 60 et au début des années 70, Paris brillait d'une mode haute en couleurs, saturée de robes somptueuses et de silhouettes ultra féminines. Au milieu de cette opulence, Betty apparaissait comme une ligne claire, tranchante, smoking noir, pantalon droit, chemise blanche impeccable, cheveux platine raides, regard impassible. Sur le podium, elle ne performait pas. Elle avançait, lentement, avec assurance, presque comme si elle défiait le public de la regarder en face. L'un des moments les plus marquants fut la présentation du « Le Smoking », le célèbre tuxedo pour femmes de Saint-Laurent. À une époque où habiller une femme d'un costume masculin était considéré comme provocateur, Betty fut celle qui en fit la démonstration sur scène. Son allure transforma ce vêtement en manifeste, un symbole de liberté et de puissance féminine. Les critiques reconnurent que, sans la présence singulière de Betty,
le smoking n'aurait pas eu le même impact historique sur le monde du top modèle et du mannequinat. En dehors des défilés, Betty prêta aussi son image à de nombreuses campagnes de la maison YSL. Les photos en noir et blanc, signées Helmut Newton, où elle posait comme une Amazone moderne, figèrent pour toujours son personnage. Droite, main dans les poches, défiant l'objectif, incarnant une sensualité froide et inédite. Elle collabora également avec Chanel, mais sa relation avec Saint Laurent resta au centre de sa carrière. Ils formaient un duo inséparable lors des soirées, des événements ou même en coulisses. Pourtant, Betty refusait l'étiquette de muse au sens classique. Je ne lui inspire pas par des mots ou des idées. J'existe et ça lui suffit. Sa vie en dehors des podiums était faite de fêtes somptueuses, mais toujours à sa manière. Présente, mais distante. Sa rareté et son refus de se fondre dans le moule la rendaient encore plus fascinante. Beaucoup de marques cherchèrent à l'engager, mais la plupart échouèrent. Betty était d'une fidélité absolue à Saint Laurent et ne se voyait pas devenir un mannequin polyvalent courant de contrat en contrat. Elle refusa même des propositions lucratives, jugeant qu'elles n'étaient pas en accord avec elle. Sa percée ne s'expliquait pas par une compétition avec d'autres top modèles, mais par la création d'un espace qui n'appartenait qu'à elle. Sur un podium, elle ne vendait pas seulement des vêtements. Elle vendait une attitude, une manière d'être. C'est ce qui fit d'elle, non pas simplement un mannequin de renom, mais une véritable icône intemporelle. Betty Catrou n'a jamais considéré qu'elle faisait le même métier que les autres mannequins. Dès le départ, elle avait décidé de ne pas suivre les critères esthétiques imposés par l'industrie, et c'est précisément cette détermination qui fit toute sa différence. À une époque où l'on attendait des modèles féminins qu'ils incarnent la séduction et la douceur, Betty choisissait l'androgynie, le minimalisme et une froideur assumée. La première chose qui la distinguait était son refus catégorique d'endosser le rôle de muse docile. De nombreux photographes lui demandaient d'adoucir sa pose ou de rendre son expression plus séduisante, mais elle restait fidèle à son regard fixe, à sa posture droite et à ce silence imperturbable. « Je ne joue pas, je me tiens là, et c'est tout. S'ils veulent autre chose, qu'ils trouvent quelqu'un d'autre, » affirma-t-elle un jour. Betty refusa aussi de modifier son apparence pour satisfaire les tendances. Quand beaucoup de mannequins étaient contraints de prendre ou perdre du poids, ou de changer de coiffure pour rester compétitifs dans le monde du top modèle, elle conserva son corps longiligne, ses cheveux platines et son allure naturelle. Elle ne cherchait pas à plaire à tout le monde, et c'est exactement ce qui la rendit iconique. Pour elle, ce métier n'était jamais un tremplin vers la célébrité ou l'argent. Contrairement à d'autres top modèles qui multipliaient les campagnes et les interviews, Betty restait en retrait. Pas de relations publiques excessives, pas de publicité en dehors de ce qui l'intéressait vraiment. Ce refus systématique des projecteurs contribua à renforcer son aura mystérieuse. Un jour, une grande marque internationale lui proposa un contrat 3 fois supérieur à celui qu'elle avait avec YSL. Elle répondit simplement « Je ne porte pas leurs vêtements, pourquoi les vendrais-je » Une phrase brève mais révélatrice. L'intégrité passait avant toute opportunité. Dans un milieu où les opportunités sont rares et où la peur de disparaître pousse souvent les mannequins à tout accepter, ses choix pouvaient sembler risqués. Pourtant, ses décisions consolidèrent son image. Elle prouva qu'on pouvait s'imposer en restant soi-même et qu'il existait un espace pour une carrière fondée sur la cohérence personnelle plutôt que sur la compromission. Betty fut aussi une pionnière dans la remise en question des codes de genre. En arborant des smokings et en assumant un style masculin, elle fit reculer les frontières entre mode masculine et féminine. Sans discours militant bruyant, elle affirmait à chaque apparition « Une femme peut s'habiller comme elle veut et en imposer ». Yves Saint Laurent résuma un jour « Betty n'est pas un mannequin, elle fait partie de moi ». Ce n'était pas un simple compliment,
mais la reconnaissance qu'elle avait franchi la ligne entre profession et identité, devenant l'incarnation vivante de l'esprit YSL, libre, audacieuse et intransigeante. Quand d'autres visages de son époque se sont effacés, Betty est restée dans la mémoire collective. Non pas parce qu'elle était omniprésente, mais parce que chacune de ses apparitions était gravée dans les esprits. Sa différence ne résidait pas dans la volonté d'être une icône, mais dans le fait qu'elle n'avait jamais essayé d'être autre chose qu'elle-même. À la fin des années 70 et au début des années 80, Betty Catroux restait une figure familière aux côtés d'Yves Saint Laurent. Pourtant, derrière l'éclat des podiums et des soirées mondaines, sa vie connaissait des turbulences silencieuses. Le monde de la mode changeait rapidement. Les couleurs vives, les silhouettes ultra-féminines et les nouvelles têtes dominaient les podiums. L'image sobre et minimaliste de Betty ne correspondait plus à tous les défilés. Ce n'était pas la pression professionnelle qui la fatiguait le plus. Betty n'avait jamais mis le mannequinat au centre de sa vie, mais la vie mondaine parisienne l'entraînait dans un tourbillon de fêtes nocturnes où l'alcool et les excès faisaient partie du décor. Au départ, elle y allait pour accompagner des amis ou Saint Laurent lui-même, mais peu à peu, les nuits blanches devinrent une habitude. La presse commença à murmurer qu'elle était trop maigre ou trop effacée. Certains magazines insinuèrent qu'elle souffrait de problèmes de santé, sans jamais en apporter la preuve. Fidèle à elle-même, Betty ne confirma ni ne démentit, et ce silence nourrit encore davantage la curiosité du public. Un drame personnel survint au début des années 80, la perte soudaine d'un ami proche dans l'industrie. Ce choc, combiné aux mutations rapides du métier, poussa Betty à se retirer progressivement des grands défilés. Elle continua à travailler ponctuellement, notamment pour des séances photos spéciales ou des événements choisis, mais sans retrouver le rythme effréné de ses années de pointe. Durant plusieurs années, elle disparut presque complètement des médias. Ceux qui la connaissaient savaient qu'elle passait plus de temps en famille ou simplement chez elle, loin des flashs. Saint Laurent continuait de l'inviter, mais elle déclinait sans hésiter lorsqu'elle ne se sentait pas concernée. Certains journalistes annoncèrent qu'elle avait quitté le jeu, mais la vérité était plus subtile. Betty ne fut jamais écartée, elle choisit elle-même de s'effacer. Comme à ses débuts, son entrée dans le mannequinat s'était faite sur ses propres termes. Et sa sortie suivit la même logique, sans annonce, sans discours, sans adieu public. Dans les années 90, alors que Saint Laurent affrontait des problèmes de santé et que la maison YSL traversait des bouleversements, Betty demeura présente, non plus comme top modèle, mais comme amie fidèle. Les photos d'eux deux, assis côte à côte lors d'un dîner discret, loin des caméras, devinrent l'image d'une amitié indestructible. Son absence progressive des podiums ne signifia pas l'oubli. De temps à autre, de jeunes créateurs réinterprétaient son style. Cheveux platines, pantalon noir, regard détaché. Mais Betty ne chercha jamais à revenir sous les projecteurs. Dans une rare interview, elle déclara « Je n'ai jamais appartenu à la scène, je ne faisais que passer ». Cette sortie volontaire, enveloppée de zones d'ombre, contribua à forger la légende. Aux yeux du public, elle ne fut pas une mannequin finie, mais une figure qui s'éclipsa en conservant intacte son image iconique. Betty Catroux n'a jamais cherché à devenir une légende, mais le temps l'a placée dans cette position. Sans accumuler des centaines de couvertures de magazines ou de campagnes publicitaires, elle a inscrit son nom dans l'histoire de la mode grâce à quelques apparitions marquantes gravées dans les mémoires. Son héritage ne se mesure pas au nombre de défilés, mais à la manière dont elle a redéfini l'image de la femme dans la mode et le mannequinat. Par son style androgyne, elle a ouvert la voie à une nouvelle génération, où les frontières entre les genres vestimentaires s'estompent. Le smoking d'Yves Saint Laurent, ce tuxedo qu'elle porta avec une force tranquille, est devenu un symbole intemporel, et c'est Betty qui l'a incarné au monde, avec une attitude intransigeante qui inspira autant les créateurs que les top modèles d'après elle.
Aujourd'hui, de nombreux designers et mannequins reconnaissent son influence, qu'elle ait été directe ou indirecte. Elle prouve qu'il n'est pas nécessaire de suivre toutes les règles pour réussir et que la cohérence avec soi-même peut être l'arme la plus puissante. Peut être que si Betty Catrou avait débuté à l'ère des réseaux sociaux, elle aurait fait les mêmes choix. Rares apparitions, paroles mesurées et fidélité à son style. Car pour elle, les projecteurs n'ont jamais compté autant que la fidélité à soi-même. C'est sans doute cette constance qui fait que son ombre plane encore sur le monde du mannequinat, comme un rappel qu'au milieu d'un univers qui exige sans cesse de changer, il existe une autre voie, celle de rester exactement qui l'on est.